Alors bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être la petite prière que j'ai pas fait depuis longtemps. Alors j'apparais assez rarement en ce moment. Je suis dans un... Je vous explique rapidement, je suis dans un très mauvais passage parce que il y a des choses qui minent à force, hein, et quand ça se rajoute au départ à ce qui était simplement un burn-out, ça complique beaucoup les choses. Voilà, mon grand regret. Je vais... Ah non, ça va. Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu par terre les... Ah mais non, vous êtes là. Oui, viens mon deux. Viens. Alors, je vous présente quelques minous là. Hein, voilà. Il y a deux bics là. Ce soir. Voilà, je remets. J'ai tout déréglé, mais c'est pas grave. Oui, donc je disais, je suis pas très en forme. Voilà, j'ai parfois une tension très basse parce que il y a des choses un petit peu qui submergent et il y a une usure physique et psychologique parce que j'ai jamais encore pu récupérer de mon burn-out et pourtant ça fait 3 ans, vous voyez un peu. Bon, vous me direz c'est le deuxième, hein. Ça dure couramment 2 ans voire plus. Il y en a qui reprennent le travail mais qui sont suivis psychologiquement, etc. Je vous rappelle que burn-out ça veut dire la flamme qui s'éteint. Hein, donc c'est comme si on n'avait plus de vie, c'est un épuisement du corps et un épuisement psychologique. Donc il y a forcément une déprime, voire une dépression. Donc voilà, mon médecin a doublé mes anxiolytiques et mes antidépresseurs. En fait c'est la première fois que j'en prends. Il faut que j'arrive à 60 ans pour en prendre. C'est assez pénible. Mais c'est comme ça. Et j'en suis dépendant, c'est-à-dire que si je ne les prends pas, je le sens tout de suite et je vous assure que c'est très agaçant. Donc effectivement, il faut que j'avance dans certaines choses, mais je suis effectivement pas très en forme. Et c'est compliqué, c'est-à-dire que comme quand ça va pas, je suis perturbé dans le sommeil. Je dors peu, je suis totalement inversé. Pour vous donner un exemple, c'est la semaine dernière, j'ai dû faire 12 heures en 4 ou 5 nuits, à peu près. Donc ça vous dit un peu où j'en suis. Alors j'ai toujours bien tenu le coup face au sommeil, parce que c'est dans ma nature de dormir très peu. Hein. Dès l'école primaire, c'était comme ça. Enfin, je me souviens que ça commençait dès l'école primaire, ça commençait avant. Mais à l'école primaire, en fait, ce qui se passait, c'est que je me souviens que je me levais, j'en avais marre. Et puis, j'allais voir l'heure dans la cuisine, tout ça. Et il était rare que je m'endorme avant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est l'heure à laquelle je m'endors en général, 2 heures. Même s'il faut que je me lève à 6 heures ou 7 heures, ça, ou plutôt, c'est pas un problème. Je suis incapable de m'endormir avant. Enfin. Voilà. Mon petit Simba. Donc voilà, mais là c'est pire que jamais, je suis décalé, je suis comme tous les gens qui sont pas très en forme psychologiquement, j'ai tendance à fuir le jour, parce que la nuit est calme, toutes les administrations sont fermées, et c'est rassurant, donc voilà, donc c'est un peu tout ça, et... pour vous expliquer, je suis une thérapie. J'ai pas repris mon analyse. Vous savez qu'une psychanalyse, il faut aller voir un psychanalyste. Moi, j'ai pris un psychanalyste parce que c'était facile. Il était médecin, donc j'avais pas besoin de demander l'autorisation pour aller le voir un médecin ou etc. Et j'ai été complètement remboursé puisqu'il était conventionné. C'est l'avantage d'aller voir un médecin, donc c'est pour ça que j'ai pris un psychiatre et psychanalyste, parce que pour qu'ils vous proposent une psychanalyse, il faut qu'ils en aient fait une aussi. Et je confirme, on apprend énormément sur une psychanalyse. Donc ce qui veut dire que c'est entre 2 et 3 ans au minimum. Moi j'ai fait un peu plus de 2 ans, bon je pourrais aller plus loin, la terminer, et j'ai pensé d'ailleurs, j'ai envisagé faire après la formation plusieurs années, et comme j'aurais fait une psychanalyse, pour exercer en tant que psychanalyste. Voilà. Là, au niveau financier, c'est très avantageux d'aller voir un psychiatre psychanalyste, parce que il n'y a pas de problème, surtout quand il est conventionné, il n'y a pas de problème avec la Sécu, vous êtes remboursé complètement. À l'époque, c'était au tout début des années 90, vous voyez, ça fait 30 ans. Et c'était 2 fois 135 francs par semaine pour une demi-heure.
donc c'est-à-dire 20 € à l'époque, donc il y a 30 ans. Donc vous imaginez, ça c'était le tarif Sécu, donc j'avais un médecin qui était bien, puisque je le payais par chèque, et à l'époque, bon, c'était pas par ordinateur et tout, donc je portais la feuille maladie à la Sécu, et en fait il encaissait le chèque 15 jours plus tard, donc j'avais été remboursé entre temps. Donc ce qui fait que, parce que sinon c'était une véritable rente. Je sais pas combien ils sont peut-être à 30 € par séance maintenant, mais enfin même si c'est 30 €, imaginez 30 € 2 fois par semaine, vous comprenez que sur un mois ça fait 240 €, donc voilà, c'est intéressant d'aller voir quelqu'un de conventionné, parce que, et un médecin, parce que s'il l'est pas, en plus vous serez remboursé qu'en partie. Enfin bon, ceci étant dit, voilà, je m'éloigne. Mais donc là, la personne qui me suit, puisque mon psy est parti à la retraite, que j'aimais beaucoup, il était très intéressant, je vous en parlerai peut-être, parce que tout était étudié dans son cabinet. Ma petite Capucine, qui fait le tour. Oh, je suis environné de gros mini. Salut Capucine. Oui, mamie. Alors, je te rends ta liberté. Voilà. Ma petite minette, oui. Et ces salles d'attente étaient très étudiées au niveau des meubles, de la couleur, comme son cabinet, hein, au niveau de la couleur. Les meubles, c'était très intéressant. Il n'y avait aucun éclairage direct, tout était vers le plafonnier. Toutes les lumières étaient vertes. Bon, on fait partie de la nature, et le vert apaise, c'est général. Hein, donc, vert et un rouge, mais un rouge bordeaux, c'est-à-dire très chaud. Hein, c'était des bandes alternant vert et rouge sur le mur, avec du bois, donc des choses très concrètes. Et je vois dans la salle d'attente, il avait un petit peu tous les styles, entre les quelques sièges, mais on n'était jamais plus d'un à attendre, hein, parce qu'on rentrait par une porte, on sortait par l'autre, donc c'était la discrétion. Et entre la petite table, les trucs pour les livres, etc. Donc il y avait un petit peu tous les styles, et chacun s'y reconnaissait, c'était très intéressant, et le cabinet était encore plus fouillé. Hein, donc c'était vraiment quelqu'un qui était très intéressant, parce que il tenait compte de tout ce qu'il avait appris. Et je l'apprécie beaucoup. Ça a passé tout de suite. Il ne faut pas faire une thérapie avec quelqu'un quand ça passe pas. Et lui, ça a vraiment passé tout de suite. Mais bon, il est parti à la retraite il y a quelques années. Oui, viens mon Dobby. Allez, je vous présente Dobby, qui est là ce soir, qui va monter sur mes épaules. Voilà, mon gros bébé. Hein, on va faire castrer là cet été, parce que c'est bon. Bon, là, il est tout le temps dehors, mais sinon, c'est l'époque où il fait, où il est en chaleur, donc c'est un peu pénible. Il est chou, ce chat. Bon, il y a toujours le traumatisme, et il n'y a que moi qui peut le prendre. Même Linda a du mal, c'est fou, hein, au niveau des humains et tout. Il est là. Voilà. Bon, c'était une parenthèse. Donc voilà, donc j'ai un rendez-vous pour vérifier mes médicaments avec le psychiatre du CMP. Où j'ai le CMP, c'est les centres médico-psychologiques, hein, vous n'avez rien à avancer. Et oui, mon mimi. En général, ils sont quand même. De toute façon, ils ont la formation, ils sont compétents. Hein. Donc, au niveau médicaments, ça peut pas être un psychologue qui vérifie. Donc, c'est forcément un psychiatre, puisque c'est mon généraliste qui les donne. Et c'est vrai qu'il a tout doublé, mais oui, mon mimi. Oui. Alors, Dobby, il cause énormément. Hein, mon mimi. Oui, mon titi. Mais donc, faut qu'il soit forcément médecin, c'est-à-dire psychiatre, pour vérifier si le médicament et tout, c'est le bon dosage, s'il peut me donner autre chose, parce que la personne qui me suit estime que ben, je plonge en ce moment, que c'est pas le but. Hein, mon gros mignon. Et pourtant, les minets, ils mettent beaucoup, hein, ainsi que mon épouse. Voilà, donc ce qui fait que tout est difficile. Je fatigue beaucoup dès que je fais quelque chose. Je suis vraiment au bout. C'est assez compliqué. Donc je maîtrise la psychanalyse que j'ai fait, et le fait de ma formation d'éducateur, où j'ai travaillé pendant des années, c'est toujours le cas quand je pourrais reprendre le boulot avec des psys, etc., fait que je traduis bien ce que je ressens, ce qui me permet de tenir, d'être beaucoup plus résistant, ça c'est évident. Une psychanalyse est très très formateur en plus. C'est pas un hasard si les psychanalystes sont obligés d'en faire une pour pouvoir exercer après, pour pouvoir en proposer. Voilà, donc j'ai pris près de 10 minutes, mais c'est pour vous expliquer que je suis effectivement pas très en forme. Mais par contre, je vais vous faire rapidement
ce qui se passe autour de la mer d'Azov, que Kochir m'a demandé, parce que je sais pas pourquoi, mon épouse, par rapport aux actualités, etc., où je sais pas, elle avait pas tellement... Elle était pas chaude pour que je le fasse là, mais moi je suis prêt depuis un bout de temps. Donc je vais vous le faire, demain c'est dimanche, soit demain, soit lundi, mais je vais vous faire ça rapidement. Voilà. Surtout que c'est très simple à comprendre. On peut même tenir en une phrase, la Russie veut tout. Donc, et si je pouvais avoir toute l'Europe, ce serait très bien. Voilà. Mais en même temps, bon, il y a une petite histoire. Il m'avait demandé le régiment d'Azov, ce que c'était. Donc vous entendez parler d'Azovstal, Azov, tout ça. C'est lié à la mer d'Azov hein, à chaque fois. La mer d'Azov qui est le bout, hein, parce que vous partez de la Méditerranée, l'Atlantique, la Méditerranée. Vous arrivez au bout de grec, vous traversez les îles grecques. Tout ce qui est les îles grecques, c'est la mer Égée. Ensuite, vous arrivez au détroit de Dardanelles. Entre le détroit de Dardanelles et le détroit du Bosphore, vous avez la petite mer de Marmara, hein, qui est quelque part interne à la Turquie. Donc il y a des accords de passage et tout, c'est les accords de Montreux. Montreux, c'est une ville en Suisse hein, qui ont été passés. C'est pour ça qu'Erdogan a dit au début de la guerre d'Ukraine, je respecterai les accords de Montreux. Donc il a bloqué l'arrivage de nouveaux navires militaires. Donc il empêche que des nouveaux navires militaires, donc russes, entrent dans la mer Noire. Puisqu'après après la mer de Marmara, vous avez le détroit du Bosphore et la mer Noire, puis la mer Noire donne sur la mer d'Azov. Hein. Vous avez un enchaînement de mers et la mer d'Azov n'est pas très éloignée de la mer Caspienne, qui elle est complètement dans les terres, qui est une mer parce que c'est salé. Hein. Il y a beaucoup de... Vous savez qu'il y a du pétrole, mais il y a aussi des esturgeons. Hein. C'est le caviar de la mer Caspienne qui est le plus réputé. Oh, ça doit être distant, je ne sais pas s'il y a 1000 km entre les deux. Voilà, puis un peu plus haut, il y a la mer d'Aral qui, la pauvre, n'est plus qu'à un tiers de ce qu'elle a, puisque les deux fleuves qui l'alimentent sont complètement pompés pour le coton. Le coton consomme énormément d'eau et c'est le Kazakhstan. Et ils n'ont pas du tout mis le système d'irrigation moderne, vous savez, avec les petits tubes, donc ils font des gros arrosages et la mer d'Aral, elle est... Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était un détail, déjà je vous précise, donc voilà, ça va être fait rapidement. Je tenais également à vous remercier grandement pour ceux qui m'ont félicité mon anniversaire. C'est vrai que je change de dizaine. C'est vrai que je n'aurais jamais cru vivre autant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été convaincu que je ne dépasserais pas 40-45 ans. Bon, j'en ai 60. Je crois que c'est bien 40-45 ans, je suis pas fanat, j'ai pas envie de vivre 2 siècles sur Terre, ça m'intéresse pas. Hein. Je sais qu'il y a une autre vie ailleurs et c'est là qui m'intéresse, même si c'est la vie terrestre qui détermine, dans le sens où c'est elle qui nous, quelque part, modèle peut nous influencer et nous permet de faire des choix. Hein, puisque pour ceux qui croient, Dieu veut qu'on fasse ce choix. Voilà. Donc je tiens à vous remercier tous. Du coup, c'est vrai que je n'ai pas répondu à tous ceux qui m'ont écrit des messages que je pense avoir lus en grande partie. Je ne sais pas s'il y en a eu depuis parce que je les ai lus au début. Donc je remercie vraiment tout le monde. Hein. C'est vraiment très 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 gentil de votre part. J'ai énormément apprécié. Ça m'a fait énormément plaisir. Voilà. Et puis quelques petits trucs que j'ai reçus, dont le livre, je crois que c'est un taxi et sa maman, sur Marie Bonamy, sur Yvonne Aimé, qui est une femme remarquable, donc effectivement je ferai quelque chose dessus, qui est décédée dans les années 50 ou 60. Voilà, donc je tenais un petit peu à vous préciser, vous dire tout ça, donc vous inquiétez pas, je vais revenir, je pense que quand j'aurai fait la mer d'Azov, après je vais pouvoir reprendre tout ce qu'on m'a demandé, la guerre de 14-18 que j'ai préparée aussi, mais je vais me relancer dedans pour me mettre bien à plomb. Alors, il y a une personne qui m'a demandé un thème, j'ai oublié de le noter, et ma mémoire flanche complètement depuis que je suis en burn-out. J'aimerais qu'elle me donne des indications. Je sais que c'est une femme ou une jeune femme, parce que je n'ai trouvé aucun renseignement dessus, ce qui est quand même rare, hein, parce que j'ai fouiné pas mal, et je n'ai trouvé aucun renseignement dessus. Donc si elle se souvient de m'avoir demandé quelque chose, il faudrait qu'elle le répète ou qu'elle le dise à mon épouse.
ou qu'elle me donne des indications à savoir ce que je peux chercher, parce que je n'ai absolument rien trouvé sur ce thème qu'elle m'a demandé. Voilà, j'ai commencé à chercher aussitôt, rien. Et quand je suis parti à chercher, je peux y passer plusieurs heures, c'est assez remarquable, je n'ai rien trouvé. Donc voilà. Donc je vais refaire, on m'a demandé aussi les Templiers, donc ça c'est effectivement très intéressant, puisque au moins en changeant de nom par l'ordre du Christ, ils ont survécu jusqu'à la fin du 19e et peut-être plus loin, puisque dès qu'ils se sont fait l'ordre du Christ au Portugal, ils ont tout de suite viré dans le secret. Ben, on comprend pourquoi, hein, persécutés. Au Portugal, ils étaient le roi, leur de Vitou, et les appréciait. Je vous expliquerai ça. Beaucoup ont fui, hein. Contrairement à ce qu'on pense, la majorité a fui. Alors, ils n'ont pas pu tout emmener leur trésor, ce qu'ils avaient à Paris. C'est parti quelques jours avant, mais ils n'ont pas fait vite, ils n'ont jamais trouvé. Par contre, dans des prieurés, si on peut dire, on a trouvé des choses encore il y a quelques mois, mais je vous en parlerai en creusant des pièces de monnaie de bronze, je crois, d'époque, qui étaient enterrées comme ça au milieu de la cour. Voilà. Donc tout avait été caché et tout, ils ne sont pas revenus tout chercher. Je crois que c'est des pièces de bronze d'époque. Alors c'est facile, hein, pour les pièces de monnaie, parce que quand vous en avez une majorité qui sont à l'effigie d'un roi, en général, elles ont été faites de toute façon dans le temps du roi. Et si elles sont toutes à cette effigie-là, c'est que ça correspond au moment où le roi est en exercice, ou éventuellement dans les 2 ans qui suivent. Mais dans les 2 ans qui suivent, il y a déjà la frappe de monnaie à l'effigie du nouveau roi. Hein. Donc, voilà. Donc, pardon, on sait précisément de quand ça... Donc, je vous en parlerai, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire et on ciblera. Hein. Je vous ferai peut-être une présentation avant d'1 quart d'heure et puis ensuite, on discutera librement. Voilà. Donc, je tenais vraiment à remercier tous les gens qui s'inquiètent ou ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais aller mieux, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis, je suis presque arrivé au plus bas. Ce n'est pas facile pour mon épouse, j'en profite parce qu'en fait, elle s'est endormie là. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile pour elle. Ce n'est pas facile pour moi, ces maladies. Mais moi, vu comment je suis, ce n'est pas facile non plus pour elle. Donc, ce qui explique que c'est important qu'on se fasse suivre tous les deux sur un plan psychologique, parce que je sais que moi, je me vide, je me défoule. Alors, on ne peut pas sans arrêt tout défouler sur l'autre dans le couple. Il faut qu'on ait un défouloir, quelque chose qui évacue, qui soit extérieur. Et c'est vrai que je me vide à chaque fois. En fait, c'est pas une thérapie que je fais, je me vide. C'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. Parce qu'elle ne sait pas quoi me proposer. Et quand je reviens, je suis toujours plus détendu parce que je suis vidé. J'ai pu parler à quelqu'un d'autre que mon épouse, en confiance de ce que je vis. Et c'est pas toujours l'autre dans le couple qui peut tout prendre, tout recevoir. Hein, vu que là, on a tous les deux du stress à évacuer, on est tous les deux pas en forme. Donc, il faut une personne extérieure. Voilà, ça c'est évident. Je le conseille d'ailleurs à tous les couples qui vivent des choses dures. Les CMP, vous n'avez pas avancé et allez les voir. Il y a une file d'attente, mais pas toujours trop importante. Vous avez besoin d'une personne extérieure pour évacuer. Déjà, évacuer ce qui vous stresse, ça va faire du bien. Hein, et ça permet de voir les choses un peu mieux. Et c'est pas le problème en lui-même qui représente une difficulté. C'est le déterminer, faire une analyse pour trouver la solution. C'est ça l'intérêt. Le problème en lui-même, mais il est certes, mais il a forcément une solution. Donc il faut être suffisamment détaché pour pouvoir que ces solutions vous apparaissent. Mais si vous êtes trop pris dedans, trop stressé, vous pourrez jamais voir la solution. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument pouvoir évacuer sur quelqu'un de l'extérieur ou même en confession, hein, etc. Parce que ça va vous permettre de pouvoir vous vider
de votre stress, de vos angoisses, est avec quelqu'un qui comprend, et vous allez voir mieux clair. Voilà. Et là, parfois la solution, assez souvent la solution apparaît d'elle-même. Voilà. Et encore une fois, la difficulté, c'est pas le problème, c'est être en état de trouver la solution. Voilà. Donc si vous êtes trop stressé et tout, je vous dis, les CMP sont... on n'a pas avancé l'argent, donc c'est très intéressant. Titre médico-psychologique, hein, vous en avez pour les enfants, pour les mineurs et pour les majeurs. J'ai jamais hésité à... Je sais ce qu'ils font. Sinon, bah, vous allez voir celui de votre zone, il y en a partout, hein, en France, ne vous convient pas, allez en voir un autre. Ou aller voir quelqu'un de conventionné. Mais je sais ce qu'ils font et ils sont très intéressants. Et quand on est, comme mon épouse et moi, assez submergés par certaines choses, on a besoin d'évacuer. Voilà, ça nous permet de relâcher et de voir clair. Voilà, de libérer l'esprit, de voir clair. C'est très important. Avec la foi, etc. Mais on a besoin aussi de parler à d'autres. Les minés, vous faites quoi comme bêtises, là? Ben, ma petite frayeur. Voilà. Donc, ceci était une parenthèse. Je vous donc remercie beaucoup pour mon anniversaire. Et puis, je vous retrouve. Je vais vous faire deux autres petites vidéos qui seront, je dis moins longues, mais qui seront normalement moins longues. Voilà. Mais c'est important que j'explique pourquoi vous ne me voyez pas beaucoup en ce moment. Et il est vrai que je ne suis pas très en forme. Vous savez que j'aime bien intervenir parfois ou participer au direct que mon épouse fait. Alors de mon portable, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus clair l'image, hein, que sur l'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi sur l'ordinateur c'est pas net comme ça, mais du portable c'est beaucoup plus net. Alors que l'ordinateur il est moins vieux que que nos portables. Mais comme quoi. Donc voilà. Mais là, en redémarrant, ça va me faire du bien. Je vais pouvoir faire un thème une fois par semaine. Hein. Je vous dis donc tout ce qui se passe à la mer d'Azov, ce que Kochir m'a demandé. La guerre 14-18, les Templiers, je ne sais plus ce que vous m'avez demandé, mais mon épouse a noté aussi. Et puis moi, ce que je vous ai proposé, c'est-à-dire que le syndrome du survivant, et je vous ai parlé que je voulais faire quelque chose aussi sur Tolkien, parce qu'il est passionnant, Tolkien. Alors, outre les deux trilogies, il est vraiment passionnant et très profond. Si ça a eu autant d'impact, ça a eu autant de succès, c'est pas sans raison. Peter Jackson est un fan. Hein. Ils ont pris que des acteurs qui étaient un fan. Hein. Il y a que, je crois, l'actrice qui fait Galadriel qui connaissait pas, donc ils m'ont demandé de lire essentiellement Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Voilà. Alors ça serait bien qu'ils fassent une trilogie aussi pour... c'est pas vrai. L'origine, j'ai oublié le titre, le livre qui précède que le fils de Tolkien a sorti. Alors il a eu plusieurs fils. C'est celui qui était très proche de lui qui a dessiné les cartes. Hein, qui est le dernier d'ailleurs, qui est le cadet. Tolkien a fait la guerre 14-18, son fils a fait la guerre 39-40, le débarquement et tout. Et dans les derniers temps, dans les dernières années, très rapidement d'ailleurs, même quand son fils était ado, il avait besoin de lui faire lire ce qu'il écrivait et même quand il était à la guerre, il lui envoyait, lui donnait des nouvelles, lui disait qu'il attendait avec impatience qu'il revienne pour qu'il puisse lire, qu'il voit ce qu'il avait fait. Et donc, je vous l'ai expliqué, Tolkien, à sa mort, a laissé 10 000 pages avec tout un tas d'histoires. Il a reconstitué quelque part l'histoire humaine, c'est gigantesque qu'il a écrit. Et donc, son fils a classé, a trié. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont été publiés. C'est-à-dire que le Silmarillion qui précède tout ça, qui est l'origine, la création, qui est passionnant. Il a fait une dizaine de versions et il y en a deux qu'il a fini. Alors, je ne sais pas laquelle des deux exactement. Son fils, c'est Peter... non, c'est... je ne sais plus comment il s'appelle son fils. Son cadet a choisi, mais sur la dizaine de versions, il y en avait deux qui étaient finies, donc il a rien inventé. Il n'invente rien, hein, son fils. Hein. Il publie, il fait le tri, parce que lui, il connaît par cœur ce monde. C'est le seul... je me demande s'il n'a pas eu 3 ou 4 fils, Tolkien. En fait, il fait le tri et il publie. Hein. Donc, vous savez, il a publié le Silmarillion, et puis tout ce qui est contes et légendes. Premier âge, deuxième âge, troisième âge, et tout un tas de choses. Je crois que le livre sur Tom Bombadil, qui est un livre de poésie, je ne sais plus si c'est lui ou son père,
Donc il y a tout un tas de choses. Mais son père a publié, mais pas tant que ça, parce que vous savez que pour écrire Le Seigneur des Anneaux, il lui a fallu déjà 14 ans. Donc ça prend du temps. Donc voilà. Et donc ils étaient très liés, ils avaient cette passion en commun. Et c'était donc très intéressant. On doit les cartes que vous voyez hein, dans les films, qui sont dans les livres, c'est son fils qui les a fait. Il était ado, je crois, et son père les a validés. Donc du coup, ils ont été mis dans les livres du vivant hein, de J.R.R. Tolkien. C'est John Romuald et le deuxième R, j'ai oublié. Donc c'est intéressant. Il a eu une vie assez étonnante et je vous expliquerai pourquoi c'est très christique son livre. Et les ennuis qu'il a eus, c'est pas simple. Hein. Quand sa mère s'est convertie au catholicisme, il avait 4 ans et c'était forcément des anglicans. Et donc, ils ont été rejetés par la famille du côté de son père. Son papa est décédé, il était très jeune. Et ils ont été rejetés. Donc, il y a tout un tas de choses qu'il a symbolisées qui correspondent aussi à une partie de sa vie. C'est très très intéressant. Et je vous ferai aussi quelque chose sur celui qui a écrit Ravage, qui a écrit L'Enchanteur, Barjavel, qui est un de nos premiers écrivains de science-fiction. Son premier livre, c'est Ravage en 1943, qui est génial, qui est tout à fait d'actualité, ça se passe en 2043 et tout, c'est rigolo, c'est bien. Et une écriture... Alors Tolkien a l'imagination, et il a une écriture qui correspond à cette imagination. Barjavel, il vous prend complètement par son écriture. Alors, il a une imagination très forte, mais Barjavel, ses mots sont au-delà des mots. C'est-à-dire que il rend quasiment visible ce qu'il écrit, c'est-à-dire que ce qu'il écrit, c'est beau. Quand dans je crois que c'est son dernier livre qui est paru dans les années 90, il est décédé quelques temps plus tard. Barjavel, lui, il a fait la guerre de 39-45. Il a été écœuré parce qu'il voulait continuer quand il a été démobilisé. Enfin bon, c'est pas du tout... Enfin, c'est intéressant de faire un parallèle entre les deux. Barjavel René Barjavel... Enfin, je veux dire, c'est beau qu'il écrit. Si vous voulez, les premières pages de L'Enchanteur, Merlin l'Enchanteur. Alors, je vous le conseille, hein, parce que c'est, d'après des passionnés, et puis c'est mon avis aussi, c'est le livre le plus précis sur les Chevaliers des Tables Rondes et Merlin l'Enchanteur. Alors, vous savez que les Chevaliers de la Table Ronde, enfin, le début, je vous expliquerai d'où ça vient, mais c'est anglais, hein, saxon, et l'Enchanteur, c'est français, hein, c'est-à-dire que les premiers écrits où on parle de l'Enchanteur, où on complète les Chevaliers de la Table Ronde, etc., où il y a l'Enchanteur, où il y a tous les 12 chevaliers de la table ronde et tout ce qui s'ensuit. Alors ça, c'est français, hein, c'est écrit en français. On a des écrits d'ailleurs du 8e siècle, hein, très très tôt, c'est-à-dire le siècle où il y a eu Charlemagne, pour vous situer. Donc ça, c'est français et c'est breton. C'est pour ça qu'on dit que la forêt de Brocéliande, la forêt de Brocéliande est en France, évidemment, hein, et pas loin de Dol de Bretagne, qui est le 3e piton rocheux avec le Mont Saint-Michel et le Mont Tomblaine, mais lui, il est en pleine terre, hein, la baie s'est ensablée naturellement. C'est assez marrant. Dol de Bretagne, qui est magnifique, hein, et qui a d'ailleurs une cathédrale romane absolument époustouflante, avec des piliers massifs et tout, c'est vraiment étonnant, c'est le roman breton. Oui. Tu veux sortir, mon ami? D'accord. Viens. Allez, va. Tu vas aller? Ah. Oui. À tout à l'heure, mon ami. Il ne reste pas longtemps en ce moment. Dobby, c'est particulier. Hein. Il vient comme hier, 30 secondes. Le temps de manger, il repart. Par contre, avant-hier, il m'a enquiquiné jusqu'à 4 h du matin. Je sais pas. Donc, minuit, mais là, il va pouvoir revenir. Je laisse toujours un volet ouvert. Donc, il peut revenir.
Donc, je parlais de Barjavel, je fais des digressions pas possibles. Donc, la forêt de Brocéliande, la forêt de Merlin, le rocher de William et tout, vous la trouvez effectivement donc en Bretagne. Donc ça, c'est toute une partie avec le roi, pas possible, qui a été créée dans un but politique. Après, les Français vont ramener ça à la quête du Graal, etc. Mais ça c'est vraiment français, hein, c'est différent. Avec Merlin l'Enchanteur, etc., la fée Viviane, ça c'est français. Hein. Et c'est très tôt. Voilà. Donc je vous en parlerai aussi. Et donc l'Enchanteur de Barjavel, qui est je crois son dernier livre, ça ouvre les premières pages et il vous décrit Merlin, un cerf blanc qui arrive avec une croix entre les bois, tout blanc et tout, blanc immaculé, mais tel que vous le voyez, c'est tout juste si les pages ne sont pas brillantes. Il est incroyable Barjavel hein, dans ses écrits. Tolkien, vous êtes pris par les aventures, etc. Puis il a son écriture à lui. N'oubliez pas que c'est un philologue, Tolkien, c'est-à-dire un spécialiste des langues. La langue elfique existe. Il y a une grammaire, une conjugaison, il a tout créé. Hein. D'ailleurs, il a commencé à créer la langue elfique, il avait 14 ans. Hein. Donc il ne l'a pas fait que pour le Seigneur des Anneaux. Il l'avait déjà créé en grande partie avant, ça l'amusait. Enfin, bon, voilà. Barjavel, c'est différent, mais Barjavel, c'est... Enfin, c'est juste si vous ne voyez pas des lumières quand vous lisez. Il a une façon d'écrire qui est incroyable, Barjavel. C'est-à-dire qu'il a écrit ses romans d'amour. Alors, Ravage, c'est délirant au niveau science-fiction. Mais surtout que c'est comme Duel, le premier téléfilm de Spielberg. On ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. On décrit après une catastrophe qu'il y a eu, mais on ne sait pas pourquoi cette catastrophe causée par les hommes a eu lieu. Et les autres livres de Barjavel, il y a des histoires d'amour, mais qui sont hallucinantes. Incroyables. J'ai jamais vu d'histoire d'amour comme ça, dans un univers de science-fiction et tout. Je ne comprends pas d'ailleurs que, par exemple, quelqu'un comme Luc Besson n'ait pas fait des films, des livres de Barjavel, hein, parce qu'on peut en faire... on peut en faire 7-8. C'est un univers très particulier. Et en même temps philosophique, comme La fin du tigre, et en même temps complètement imaginaire de science-fiction et tout. Je vous le recommande, il est hallucinant. J'ai lu 4-5 de ses livres, je crois, j'ai pas tout. J'ai pas tout lu, mais j'ai lu le premier et le dernier, puis j'en ai lu 3 autres, je crois. Mais alors, Ravage est délirant au niveau science-fiction. C'est vraiment le premier livre de science-fiction, ou un des tout premiers français. Hein, je vous dis, il paraît en 43. Et l'Enchanteur est d'une précision, d'une clarté au niveau de la légende de Merlin et tout. Il vous clarifie tout. Il est très intéressant. Alors, avec son humour à lui, qui est délirante, c'est-à-dire quand Merlin est né, qui est le fils du diable. Donc, évidemment... Satan n'éprouve pas de plaisir, il donne la mort. Hein. Donc pour créer Merlin, il crée la vie, donc il fait l'amour avec une femme qui dupe, c'est terrible, c'est douloureux en fait pour lui. Hein. Merlin, il est bon comme sa maman. Et en fait, donc Merlin, il a tous les pouvoirs de son père, mais il est bon comme sa mère. Et dès les premiers jours de sa conception, il ne veut pas entendre parler de Satan, et donc Dieu s'adresse à lui et il lui dit, il est dans le ventre de sa maman, il a quelques jours après la conception, il dit, je vois que tu es bon, je te laisse sous tes pouvoirs et tout. Et Merlin répond oui, et Barjavel continue, il dit, dès le lendemain, Merlin savait parler l'anglais, l'allemand, le latin, enfin bon, l'anglais, et c'est plein d'humour, hein. C'est vraiment, il est étonnant, Barjavel, hein. C'est un de nos grands auteurs science-fiction, mais qui fait passer beaucoup de messages, et il y a beaucoup de réflexions, et ses histoires sont absolument incroyables, passionnantes, belles. Son écriture est vraiment belle, c'est vraiment étonnant, hein. Voilà, donc j'arrête là. Je n'ai fait que des digressions, et je m'en excuse. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi je n'apparaissais pas en ce moment, et puis je tenais à vous remercier vraiment pour mon anniversaire. Je vous souhaite
que des bonnes choses, que Dieu vous bénisse. Et puis, je fais deux autres vidéos. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.